Dès l'époque médiévale, l'Europe a connu une activité minière intense. Partout où des filons affleuraient, on recherchait les métaux, précieux ou non, nécessaires à l'évolution du progrès technique. Le plomb était largement utilisé pour le montage des vitraux. Il concernait aussi la construction des conduites et l'architecture en général. L'argent, puis le cuivre, devinrent très vite indispensables à la frappe des monnaies. Et leur demande sans cesse croissante fut à l'origine de l'ouverture de très nombreuses mines dans l'est de la France et en Haute-Saône en particulier. Le fer, élément de base de l'outil, fut de plus en plus employé. Au fil des siècles, son utilisation s'étendit à presque tous les domaines et s'y maintint jusqu'à une époque récente. Pour arracher aux entrailles de la terre les minerais nécessaires à l'obtention des métaux, des générations de mineurs ont bravé les difficultés et les dangers de la nature. Exploités dès l'Antiquité, les minerais métalliques se présentent sous diverses formes. Les mines polymétalliques concernent principalement des filons, masses de matière minérale installées dans des fentes ou des cassures de l'écorce terrestre. Ces filons sont souvent en position plus ou moins verticale. C'est le cas de nombreuses mines de plomb ou d'argent implantées dans les Alpes ou les Vosges. Au Moyen Âge, on les exploitait par le haut, en les vidant de leur richesse minérale. Mais très souvent, les eaux envahissaient l'exploitation et il fallait utiliser des pompes pour continuer le travail. Au XVe siècle apparurent les creusements souterrains. On perçait à flanc de montagne des travers-bancs qui atteignaient la partie basse de l'exploitation. Ils permettaient l'évacuation naturelle de l'eau ainsi que la sortie des déblais et des roches stériles. Celles-ci étaient rejetées à l'extérieur sous forme d'éboulis appelés haldes. Certaines sont encore visibles dans la région de Lure. Les anciennes mines représentent un domaine souterrain très étendu. L'intérêt de son étude est évoqué par un archéologue minier, Bruno Ancel. L'importance du patrimoine minier est considérable, notamment dans l'est de la France où l'on a recensé plusieurs milliers de traces de vestiges miniers en surface et les spéléologues miniers ont exploré plus d'une centaine de kilomètres en ouvrant des entrées de galeries. L'intérêt des anciennes mines est tout d'abord archéologique. Ainsi, on va retrouver des boisages très bien conservés, des galeries qu'on retrouve dans l'état où elles ont été abandonnées par les mineurs du XVIe siècle ou du Moyen Âge. Actuellement, dans l'est de la France, on connaît plus de 500 entrées de cavités. Donc on voit qu'il reste encore beaucoup de choses à faire pour les archéologues miniers.
Le milieu minier ancien constitue une source irremplaçable de documents historiques. Il permet de connaître non seulement les techniques d'autrefois, mais aussi la vie des mineurs, dont les conditions de travail ont beaucoup varié au cours des siècles. Des installations minières ont pu être reconstituées avec une grande précision, d'après des dessins et des gravures d'archives. Elles sont accessibles au public et notamment aux établissements scolaires, qui peuvent ainsi observer, sur les lieux même d'une ancienne exploitation, les méthodes utilisées par les mineurs et l'environnement dans lequel ils travaillaient. Malheureusement, le nombre important des entrées de mines et la facilité d'accès de certaines d'entre elles ont multiplié la fréquentation de ces galeries désaffectées. Outre les dangers encourus dans certaines zones ébouleuses, ces incursions compromettent souvent et de façon irrémédiable les recherches des archéologues. Or, le front de taille d'une exploitation, l'amoncellement des déblais, les chemins empruntés par les mineurs sont autant de gisements archéologiques potentiels où peut être découvert du matériel représentatif d'une époque donnée. Parfois, des circonstances particulières favorisent la conservation des vestiges. Ainsi, certains conduits ou puits d'extraction se sont trouvés condamnés à la suite d'une inondation ou d'un effondrement. Ils ont alors été parfaitement préservés, aussi bien des atteintes du temps que des dégradations commises par des visiteurs mal informés. Leur exploration, entreprise par des équipes d'archéologues, montre l'évolution des différentes formes d'exploitation pratiquées par les mineurs. La plongée dans les puits noyés notamment peut conduire à la découverte d'objets et d'outils en très bon état. Ces recherches ont eu lieu dans les anciennes mines de Velguindry, à quelques kilomètres de Vesoul. Elles ont permis de ramener au jour différents modèles de pics et de coins. La Société d'histoire et d'archéologie de la région de Lure a trouvé de nombreux vestiges dans les anciennes mines de Haute-Saône. Un de ses membres fondateurs, Michel Py, s'est plus spécialement intéressé au travail des mineurs. Jusqu'à l'apparition de la poudre, c'est-à-dire surtout au XVe et XVIe siècle, les mineurs utilisaient un outillage relativement simple, manuel, en particulier le marteau et la pointerole. La pointerole était un burin emmanché. Les mineurs en emportaient une dizaine dans la journée, un manche et une dizaine de burins qu'ils emmanchaient à l'intérieur au fur et à mesure que le précédent s'usait. On utilisait également, lorsque l'on dépilait les couches de minerai, les coins et les masses. L'avancement était relativement lent. Les mineurs avançaient en gros de quelques centimètres par jour. À cette époque, le percement d'un traverban était l'affaire de deux mineurs. Un premier mineur creusait la galerie relativement petite, environ 1,20 m de haut, et cette galerie, il la creusait assis. On appelait cette galerie donc sitzort. C'est un terme allemand qui signifie assis, position assise. Derrière lui, à plusieurs mètres à l'arrière, un second mineur continuait à creuser la même galerie, mais beaucoup plus basse, et rabaissait en fait son niveau, pour lui donner en quelque sorte une hauteur de 2 mètres à 2,20 m. Le travail terminé, on avait une galerie en forme, disons, de cercueil au niveau de la coupe, et cette galerie, ce traverban, permettait donc une circulation relativement aisée des ouvriers, des mineurs, et en même temps demandait un travail minimum. Les traverbans étaient également utilisés pour l'évacuation des matériaux extraits.
Ils étaient alors équipés de voies de roulage en bois. Dans le massif vosgien, le pompage de galeries occupé par les eaux révèle des tronçons de voies de roulage toujours en place. Curieusement, c'est le degré d'humidité élevé qui évite le pourrissement du bois et le maintient pratiquement intact. Lorsque des structures boisées, étais, échelles ou voies de roulage séjournent de façon permanente à l'intérieur de réseaux totalement noyés, leur état de conservation est souvent remarquable. Les voies de roulage étaient formées de 2 bandes de planches ajustées sur des traverses. C'est sur ces voies que les mineurs poussaient leurs wagonnets, appelés chiens de mine, en raison du bruit caractéristique des essieux qui évoquait une sorte d'aboiement. À partir du XVIIe siècle, l'usage de la poudre se généralisa et le profil des galeries changea de façon sensible. On reconnaît facilement les ouvrages creusés à l'explosif à leur forme plus arrondie et moins régulière. Mais la roche était fragilisée par les explosions. De ce fait, les mines modernes ou contemporaines se sont moins bien conservées que certaines mines du Moyen Âge ou de la Renaissance. Un ancien mineur haussaulnois évoque sa longue carrière de chef artificier. Monsieur Grand-Girard, comment est-ce que vous utilisiez la poudre dans les mines? Vous faisiez d'abord des trous. Voilà, les trous. Pour un avancement, il fallait compter 65 trous, d'à mettre 50. Et dans ces trous, donc, vous y introduisiez de la poudre? Voilà. En général, il fallait compter 3 cartouches par trou. Et qu'est-ce que vous mettiez aussi dans ces trous? Eh bien, dans ces trous, à un certain moment, bon, on avait l'argile. Ça se pétrit très bien, ça fait des belles boulettes. Des boulettes à peu près de 20 cm de longueur. Alors, vous en mettiez une, la bourrez avec un bout de bois, puis ainsi de suite, jusqu'à le trou plein. Alors, une fois que vous aviez allumé vos cordons, il fallait vous sauver. Oui, on se sauvait 2-3 secondes. Hein. Et puis ça sautait. Une fois qu'on était à peu près sûr que tout était sauté, on allait sur les lieux déblayer puis recommencer un autre tir. Est-ce que ça pouvait être dangereux? C'est toujours dangereux. Quel danger pouvait... Ah ben, le danger de la poudre, forcément, il n'y a pas que ça. Il y a le danger des éboulements, il y a les poches d'eau. Les percées 12. Et à la 11 que j'ai réussi, la 12e, même que j'avais respecté ce qu'il fallait, elle l'a lâché. Alors, on dit que le feu c'est terrible, mais l'eau c'est pire que le feu. Si l'usage des explosifs amena des changements, les techniques annexes, par contre, évoluèrent moins nettement. On utilisa encore les voies de roulage en bois jusqu'au XIXe siècle, et l'empilement des stériles à l'intérieur des galeries continua d'être pratiqué comme auparavant. Dans certaines mines, la quantité de déblais accumulée au cours de dizaines d'années d'exploitation intensive est telle que leur agencement dut être organisé de façon rigoureuse, en utilisant le moindre espace disponible.
La mine de Château-Lambert, en Haute-Saône, où le filon contenant du cuivre se développe de façon oblique, est célèbre pour sa vallée des stériles. Dans ces empilements parfaitement réguliers, on peut voir, en plus de l'ingéniosité des mineurs, une certaine forme d'expression artistique. Les stériles ont été édifiés de la sorte pour des raisons essentiellement pratiques, liées à la configuration du filon. Ailleurs, les roches non minéralisées continuaient à être entassées de façon traditionnelle, derrière des étais et des planches. Les mines de fer, lorsqu'elles ne concernent pas des filons proprement dits, ont souvent été implantées sur des gîtes de minerais déposés horizontalement au fond des mers. Le minerai était alors contenu dans des roches sédimentaires. La technique d'exploitation s'organisait comme pour les carrières souterraines. Les mineurs avançaient par galeries et chambres d'abattage, des piliers naturels étant régulièrement réservés pour le soutènement de la voûte. On peut observer cette configuration dans plusieurs anciennes galeries de la région de Luxeuil. De telles mines ont souvent été ouvertes dès le XVIIIe siècle. On en dénombre d'autres exemplaires en Franche-Comté et en Lorraine. Elles sont plus ou moins bien conservées et présentent des profils très différents selon la nature de la roche et les méthodes d'extraction appliquées. Même au XIXe siècle, l'explosif était rarement utilisé dans ce type de mine, sauf lorsqu'il s'agissait d'exploitations concernant des couches très épaisses. La plupart du temps, on continuait à employer les pics et les coins pour attaquer le front de taille. Certaines mines de fer ont encore une autre origine. Le minerai peut être associé aux alluvions qui ont été déposés par les cours d'eau. Il se trouve alors dans des poches, fentes et crevasses rocheuses, mélangées à des argiles ou à des graviers. Le travail des mineurs ne nécessitait plus de qualification spéciale. Il consistait simplement à vider les cavités naturelles de leur contenu minéralisé. Certaines grottes, comblées par un remplissage ancien, ont ainsi retrouvé une partie de leur aspect d'origine grâce aux travaux d'extraction. C'est le cas du trou des Écuvillons, à Moncé, que de très nombreux visiteurs parcourent en ignorant qu'ils sont en fait dans une ancienne mine de fer. Le plus souvent, les mineurs étaient des ouvriers saisonniers qui revendaient le minerai aux maîtres de forge. Cependant, les exploitations de minerais alluvionnaires étaient en général à ciel ouvert. On les appelait des minières. On peut toujours en voir dans la région de Villers-Sexel, de Bournois ou de Fallan. Là encore, peu de personnes connaissent la véritable origine de ces crevasses, vidées au cours de travaux vraisemblablement très longs, qui rassemblaient un grand nombre d'ouvriers. Qu'elle soit extérieure, associée à une caverne, ou creusée au flanc d'une montagne, une ancienne mine représente presque toujours un patrimoine d'une valeur inestimable. Les fouilles entreprises par les chercheurs sont un travail de patience qui permet de répertorier de nombreux vestiges. Leur datation, la position qu'ils occupent dans le contexte d'une exploitation précise, apportent de précieux enseignements sur une des plus anciennes formes d'activité économique pratiquée par l'homme. L'archéologie minière est pourtant une discipline encore jeune. Son intérêt commence à être reconnu. Mais de trop nombreuses mines ont été gravement détériorées faute d'une protection suffisante ou même d'une simple information qui aurait évité la destruction du site.
Autant qu'aux vestiges souterrains, les scientifiques s'intéressent aux traces laissées en surface par les installations annexes de l'extraction. Habitation des mineurs, laverie, fonderie et forge. Plusieurs vestiges de ces exploitations anciennes subsistent en Franche-Comté, ainsi que dans les départements voisins. Un archéologue alsacien, Bernard Bolly, présente le chantier de fouilles qu'il vient d'ouvrir. Nous sommes au chantier du Brückenbach sur la route du col du Buisson. Il s'agit d'un site industriel du milieu du XVIIIe siècle. Nous sommes en train de fouiller un des ateliers à proximité de la fosse qui contenait une grosse roue à aube qui actionnait probablement un bocard et peut-être des installations liées à la fonte du minerai. Alors nous sommes en train de dégager à environ 1 mètre de profondeur une structure en briques, de briques calcinées qui sont probablement liées aux essais du minerai éventuellement ou à la fonte de celui-ci. Alors, nous espérons beaucoup de ce site industriel qui est un des premiers sites en aussi bon état à avoir été trouvé dans tout l'est de la France. La fouille en est à son début et nous commençons à ôter surtout les couches superficielles faites de grosses pierres et de briques entremêlées. C'est un complexe de transformation du minerai de cuivre qui a été installé par un minéralogiste célèbre, de Jean Sanne, en 1752 et qui a fonctionné pendant une douzaine d'années. Comme les cavités naturelles, grottes, gouffres ou rivières souterraines des régions calcaires, le milieu minier est également une réserve biologique. Il abrite des espèces cavernicoles très vulnérables. Ainsi, l'hibernation des chauves-souris, essentielle à la survie de l'espèce, peut être brutalement rompue par des visiteurs négligents ou indélicats. D'autres espèces animales, comme les salamandres, trouvent également un refuge dans les anciennes mines. Les zones humides, galeries ou puits inondés servent souvent d'habitat à des crustacés, dont certains sont d'authentiques troglobies, dépigmentés et aveugles. Dans les fentes et les fissures des parois vivent de nombreux insectes cavernicoles. Et bien des galeries accueillent plus ou moins temporairement des hôtes occasionnels qu'il est important de respecter. Le rôle d'abri biologique joué par les sites miniers justifie déjà à lui seul la nécessité d'une protection. Mais l'engouement pour la collection des minéraux, phénomène contemporain en pleine expansion, vient en plus menacer ce milieu souterrain artificiel qui était encore jusqu'ici relativement préservé. Les trafiquants de minéraux, parfois remarquablement organisés, détruisent les réserves archéologiques et par voie de conséquence biologiques pour quelques cristaux de plus. Le responsable d'une fouille minière en Haute-Saône, Denis Morin, relate l'arrestation d'une équipe de pilleurs de minéraux. Comme d'habitude, l'équipe du chantier de fouille se rendait sur les lieux dans la mine et c'est ainsi que notre attention a été attirée par plusieurs véhicules qui se trouvaient en bordure du chemin. Là-dessus, nous avons tout de suite remarqué que ces véhicules n'appartenaient pas à de simples touristes puisque dans l'un des coffres, nous avons remarqué plusieurs dizaines de kilos de minéraux, de la fluorine vraisemblablement, qui se trouvaient là dans plusieurs cajots. Nous avons tout de suite réagi. Et plusieurs collègues sont montés dans les mines supérieures, constaté qu'il s'agissait bien de pilleurs. Pour ma part, je suis redescendu immédiatement dans la vallée, prévenir le maire, lequel est monté avec les gendarmes, peu après. Et c'est ainsi que plusieurs pilleurs de minéraux ont été pris sur le fait, en train de détacher des blocs de fluorine à l'aide de matériel, pour ma part, assez sophistiqué.
Situées près de Saint-Barthélemy, ces anciennes galeries de mines faisaient l'objet d'un pillage régulier. Le constat en fut effectué par les gendarmes de la brigade de Melisée, guidés par les archéologues du chantier de fouilles voisin, qui avaient aussitôt porté plainte. Le pillage permettait le prélèvement de blocs entiers de cristaux, notamment de quartz et de fluorine. Surpris en flagrant délit, les pilleurs n'en étaient pas à leur coup d'essai et disposaient d'un matériel important et parfaitement spécialisé. Malheureusement, pour une tentative de pillage enrayée, beaucoup d'autres demeurent impunis. Et malgré les procès et les amendes encourus par les pilleurs, la multiplication des bourseaux minéraux, en élargissant la demande, provoque une extension préoccupante des dégradations observées dans les mines. Pourtant, leur intérêt à tous les niveaux fait l'unanimité. Et personne aujourd'hui ne conteste plus la nécessité d'une protection adaptée. Laisser en place les richesses minérales, animales et humaines que recèlent les anciennes mines est un impératif que notre civilisation doit s'imposer d'elle-même. Le simple respect de ce patrimoine souterrain méconnu permettra de ne pas voir disparaître à tout jamais les derniers vestiges de l'épopée des mineurs d'autrefois.